Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de WonderVet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre consoeur Sophie Latapy. Bonjour Sophie et bienvenue sur Veto Micro. Bonjour Colline. Alors Sophie, quand tu m'as envoyé ta bio par mail, je l'ai lu attentivement et je me suis dit, ok, je ne vais jamais pouvoir résumer tout ça en 1 minute. C'est beaucoup trop riche, il y a beaucoup trop de sujets. Donc je me suis dit que pour nous mettre l'eau à la bouche, on allait faire un rapide tour d'horizon et ensuite nous lancer directement dans l'exploration de ton parcours. Donc aujourd'hui, avec toi, on va aborder des sujets comme le nomadisme, la ferme écologique, l'ostéopathie, la parentalité, la SCOP, la philosophie de vie, le militantisme et j'en passe. Et donc, sans plus tarder, Sophie, on commence avec la première question traditionnelle. Pourquoi es-tu devenue vétérinaire ? Oui, alors je pense qu'il y a quelque chose en moi depuis assez jeune en rapport avec le soin. J'ai toujours eu une affinité avec l'idée de donner de l'aide à celles ou ceux qui semblaient en avoir besoin. Et j'avais du mal, je me rappelle quand j'étais gamine, à voir un autre être souffrir, qu'il soit humain ou non humain par ailleurs. Et je me rappelle quand j'étais gamine, je me souviens d'un truc quand j'étais vraiment petite où j'avais recueilli dans une boîte à chaussures une sauterelle qui avait une jambe arrachée et que j'avais gardée pendant 3 mois. Donc il y a ça et sans doute cette envie de soigner. Ensuite, c'est ajouté à ça une passion pour les chevaux assez classique depuis gamine et une envie en particulier d'être avec l'animal, vraiment de s'occuper de lui, d'essayer de mieux le connaître, de mieux le comprendre. Je me rappelle, j'ai lu beaucoup de bouquins d'éthologie quand j'étais plus jeune là-dessus. J'étais pas spécialement intéressée par la compétition, c'est pas ça qui me plaisait, c'était vraiment être avec l'animal, être dans la nature avec l'animal et observer comment lui lit son environnement. Et la dernière chose, je dirais, c'est mon grand-père maternel qui était véto dans les Deux-Sèvres. Que j'ai pas connu en exercice, mais bon, qui m'a raconté tout un tas d'anecdotes. Et quand j'allais en vacances chez eux, on allait toujours dire bonjour à ses anciens clients éleveurs, aller voir les jeunes chevreaux qui étaient nés dans les granges. Et je garde un super souvenir de tout ça. Et je pense que l'ensemble m'a motivée à devenir vétérinaire. Ouais. Ok, génial. Merci beaucoup. Et pour continuer cet échange avec toi, j'ai bien envie qu'on fasse pas comme d'habitude et qu'on commence plutôt par la fin. La fin, c'est-à-dire le plus récent, puisque parmi tous les projets que tu mènes dans ta vie, un des derniers que tu as mené récemment en équipe, hein, c'est le cas de le dire, c'est la création d'une SCOP. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots qu'est-ce que c'est une SCOP ? Une SCOP, c'est une société coopérative de production. Ça s'appelle aussi société coopérative et participative. Une SCOP, c'est un statut que peut adopter une société, peu importe son entité juridique. On peut être une SCOP en SA, on peut être une SCOP en SARL, la SARL étant une forme de CELARL, hein, pour les vétérinaires qui connaissent mieux la forme CELARL. Et ce statut particulier va en fait régir un certain nombre de grands principes. Déjà, il y a un principe de partage
du pouvoir et des décisions avec tous les salariés de l'entreprise. En fait, l'entreprise va appartenir à ses salariés et ils vont prendre part activement en fait à la vie de l'entreprise, à ses grandes décisions stratégiques. Ils vont partager des informations, ils vont partager aussi le bénéfice de cette entreprise. L'autre Ok. aspect de la scope, c'est qu'en fait, pour y rentrer, on va chacun y placer une somme d'argent pour ensemble créer le capital de l'entreprise. Et la particularité d'une scope, c'est qu'elle appartient forcément majoritairement à ses salariés. S'il y a des actionnaires, et c'est possible, ils doivent être minoritaires, de façon à ce que les salariés gardent le pouvoir. Ok, génial. C'est extrêmement clair. Ça me donne l'impression que tu as vraiment bien bossé ton sujet. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette scope? C'est quel projet que tu as développé qui est devenu une scope? Moi, je le sais, mais nos auditeurs et nos auditrices ne le savent peut-être pas tous et toutes. Ouais. Bah, en fait, moi, je suis sortie d'Alfort en 2007. Ensuite, j'ai fait quelques remplats et assez rapidement, je me suis retrouvée à Confolens en 2009 et j'ai repris un cabinet de vétos ruraux avec deux anciens vétos qui partaient à la retraite. Et puis on s'est mis avec deux collègues vétos qui avaient le même âge que moi et avec qui j'avais bossé en Normandie, et on s'est mis tous les trois à démarrer une entreprise. Donc on a appelé cette entreprise Cap Veto. On a monté un espèce de petit label, on a fait tout un travail un peu parce qu'on était déjà assez inspirés par l'idée qu'il nous fallait une charte des valeurs. On avait envie de défendre une certaine idée de la médecine rurale, un peu de proximité, se placer comme étant des partenaires dans une ambiance assez familiale. Et puis Cap Veto Confolens a fait son chemin entre 2009 et 2020. En 2000, on est resté 3 associés toute cette période-là. Une salariée nous a rejoint en 2015 et en 2020, j'ai un associé qui sort, donc un de mes 2 associés historiques de création, et ça se passe pas bien. On avait, comme on s'était tellement bien entendu sur les premières années, la sortie, elle a été difficile parce qu'on n'avait pas écrit les choses assez clairement, enfin les erreurs classiques de sortie d'associés. Donc on a eu du mal à se mettre d'accord parce qu'on n'était pas tout n'était pas bien écrit et cadré. On s'est senti très vulnérable avec Xavier, l'autre associé qui restait, et on s'est dit mais en fait ça va pas, ces entrées-sorties sous format juridique classique, ça nous rend hyper vulnérables, c'est compliqué. On avait des salariés, donc celle qui était là depuis 2015, Marion, et puis une autre qui nous avait rejoint en 2020, Delphine, 2 salariés super motivés qui avaient très envie de s'investir dans la vie d'entreprise, mais qui finalement ne se retrouvaient pas dans l'idée d'un statut d'associé classique de CELARL, et je les comprends bien pour plein de raisons dont je pourrais parler après, et a émergé cette idée de passer en scope. Voilà. Donc on a cherché, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des vétos qui sont déjà passés en scope? Eh ben, en fait, ça existe, scoop. Il y en a 4. Il en existe déjà 4. Et il en existait déjà 4 au moment où on s'est intéressé à ça. Alors, quand est-ce qu'on s'est intéressé à ça? C'était début 2021. Début 2021, on était en plein dans la sortie de Mathieu, mon ancien associé, et on commence à envisager l'avenir. Ok, mais après ça, une fois qu'on aura réglé la sortie de cet associé, comment on fait pour la suite, quoi. Et on a proposé ce projet-là aux deux salariés qui étaient les plus investis dans la vie d'entreprise et qui avaient envie de venir avec nous, et on a essayé de se dire d'accord, qu'est-ce qu'on va faire comme projet ensemble. À nouveau, on est reparti sur l'idée des valeurs. C'est quoi le projet qui nous anime? Nous, on avait envie d'une entreprise qui soit vraiment sur l'humain, en fait, parce que souvent c'est l'humain qui est un peu au service de l'entreprise. Nous, on a envie que ce soit l'inverse, que notre entreprise soit au service de l'humain, que l'humain soit au cœur, que la démocratie soit respectée. On a toujours eu à cœur avec Xavier, même quand on était simplement dirigeant de CELARL, de consulter tous les salariés dans les grandes prises de décision. On avait envie que ce soit inscrit dans le marbre, dans nos statuts, et ça tombe bien parce que la SCOP propose ça et propose aussi toute cette architecture pour organiser le partage de l'information et la prise de décision. Ouais. Génial.
Et du coup, aujourd'hui, vous en êtes où de ce projet? Eh ben, il nous a fallu 2 ans et demi de préparation. On a été accompagné par l'Union régionale de Scope de Poitou-Charentes. Donc, il y a quelqu'un qui s'est dédié à notre projet pendant 2 ans et demi, qui nous a fait un véritable bilan humain et stratégique, et qui nous a aidé à construire aussi le montage financier. Et on est passé en Scope au 1er janvier cette année. Et donc, on est devenu la 5e Scope vétérinaire en France. Et Génial. ouais, c'est une chouette aventure parce que c'était pas du tout gagné. C'est pas si simple quand même de passer d'une SARL classique à une SARL Scope. Il y a eu tout un travail, mais ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien parce que ça nous a permis de revoir un peu notre plan d'action, comment on voulait travailler ensemble et ce qu'on voulait faire avec notre entreprise. C'est carrément, enfin moi ça me fait penser à un changement de paradigme. C'est-à-dire que vu que les personnes qui d'habitude sont salariées peuvent devenir partie prenante et vous les questionniez déjà, j'entends, sur les décisions importantes, mais là, ça peut vraiment devenir une partie de leur job en fait, de prendre des décisions et de réfléchir avec vous. Je me dis, ça demande à toutes les personnes qui veulent en être et qui veulent rentrer dans ce pool de personnes qui a du pouvoir de décision, un vrai changement de paradigme. Et pour vous, il y a peut-être, même s'il y avait déjà humainement énormément d'envie de tenir compte de la vie des personnes que vous employez, il y a un petit dernier truc à lâcher de ça y est, je ne suis plus la patronne. Je sais pas comment toi tu l'as vécu de signer ce papier et de dire ça y est, maintenant on a toutes et tous le même pouvoir dans cette entreprise, pour les personnes qui ont signé, j'entends. Oui. Oui, c'est sûr, c'était un saut. C'est vrai que c'est pas évident parce que quand on a porté une entreprise comme ça pendant 15 ans, avec une position classique de chef d'entreprise, c'est pas évident de lâcher un peu les rênes, même si c'est pas complètement lâché, puisque actuellement en Scope, en fait, il y a une élection de mandataires qui sont des gens qui sont les gens dans l'entreprise qui vont s'occuper de la gérance et du quotidien et du pilotage. Et donc avec Xavier, on est mandataire, et Marion et Delphine, qui sont rentrées comme sociétaires, ont souhaité aussi être mandataires, et on a fait le choix qu'elles soient aussi au pilotage. Et tous ensemble, tous les 4, du coup, on décide comme des chefs d'entreprise, en fait, si tu veux. Après, la particularité, c'est que demain, et on l'espère, l'ensemble des salariés de l'entreprise, et nous sommes 4 ASV et 6 vétérinaires, donc 10 au total, que l'ensemble de l'équipe puisse accéder, s'il le souhaite, au sociétariat, et donc rentrer vraiment pour prendre des décisions. Et là, oui, t'as raison, il y a une déconstruction un peu à faire, parce qu'il faut lâcher un sorte de privilège du j'ai le dernier mot, et puis finalement, on tranche comme ça, parce que une fois qu'on a des sociétaires, les grandes décisions stratégiques, on doit les valider en assemblée générale, et c'est une personne, une voix. Ça aussi, c'est très intéressant parce que ça remet un pied d'égalité entre ASV et veto, et moi, ça me plaît. Ça bouscule un peu les codes. Ouais. C'est sûr, ça met de l'horizontalité, hein, t'as raison. On sort complètement du truc culturel de l'entreprise avec le patron, les employeurs. Voilà, c'est assez différent. Je crois qu'on était prêts. C'est quand même dans la continuité des bases qu'on avait mis dans notre entreprise. C'est pour ça que c'était aussi possible de le faire. La marche à gravir était pas forcément énorme. Tu vois. Oui, et vu ce que tu m'as décrit de ton parcours quand on a préparé le podcast, il y a aussi tout un chemin de vie, toi, qui te mène à cette décision-là au niveau de cette partie-là de ta vie professionnelle. Enfin, dans ce que j'en comprends, en tout cas, ça me paraît assez transparent, ça paraît assez logique finalement que tu en arrives là. Du coup, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce fameux parcours. Qui était Sophie avant de devenir une personne qui a co-construit une Scope, et notamment peut-être à l'année 2015. Tu m'as dit en 2015 avoir vécu une expérience qui a contribué à changer le cours de ta vie. Et là, je me suis dit, il faut que j'en sache plus. C'était quoi exactement cette expérience que tu as vécue qui a changé le cours de ta vie? Voilà, cette expérience, on l'a appelée Voyage en marche. On lui a donné un nom parce que pour nous, c'était un vrai projet. C'était pas juste des vacances ou un congé sans solde, puisque en réalité, c'était un congé sans solde, mais c'était un vrai projet. Et en fait, et je t'arrête juste 2 secondes. Oui. C'est qui nous? Tu dis nous, mais il y a une autre personne avec toi dans ce projet. Voilà. Alors.
exactement. C'est un projet à deux, un projet de couple. Et donc Ok. l'autre personne, c'est Pedro, c'est mon conjoint. On s'est rencontrés en 2009 quand je travaillais en Normandie sur mon premier job, qui était un remplacement pour un congé mat. Et Pedro était fils d'un éleveur de la clientèle. Et je suis venue faire le remplat et je suis repartie avec le Pedro sous le bras. On a déménagé Et ensemble. hop, un petit Pedro sous le bras. Pedro sous le bras. Et on a, voilà, quand j'ai commencé à Confolens, on était ensemble. Lui, il est ingénieur agro, il a fait pas mal de conseils, il a piloté aussi un label agneau, de viande d'agneau du coin, agneau du Limousin. Donc en fait, on a bossé tous les deux entre 2009 et 2015. On s'est donné à fond, on est rentré dans notre carrière professionnelle, très enthousiaste, avec tous les deux culturellement, je pense, une valeur du travail, de la persévérance, très forte, inculquée par nos familles. Lui, fils de paysan, voilà, beaucoup de choses autour de la valeur travail. On s'est un peu oublié. Moi, j'étais jeune associée, hyper contente. J'avais besoin de faire mes preuves aussi dans un milieu très masculin. Je suis arrivée dans le Confolentais, ils avaient jamais vu une femme veto de leur vie. C'était un peu compliqué. J'étais avec deux associés hommes. Tout le monde croyait que j'étais la femme d'un des associés et que j'allais juste préparer le petit colis de médicaments. Donc, les éleveurs, il y en a plein qui pensaient que c'était pas capable pour une femme de remettre une matrice sur une vache, pas possible de faire un vélage, pas possible de faire un tas de trucs. Donc bon, voilà, moi je me suis donnée à fond. J'ai eu besoin à ce moment-là de ma vie d'adopter un peu les codes de compétition. On est là, je suis là où je suis attendue, je suis dans la performance, je compte pas mes heures, voilà. Et tout a été mis de côté. Et ce qui devait arriver arriva. J'ai eu un ras-le-bol en fait. J'ai eu un ras-le-bol. Pedro, c'est marrant, mais dans son métier, était exactement au même moment de sa vie et pareil. Et on s'est dit non, mais là, c'est un peu fou quoi. On va continuer pendant 20 ans encore comme ça, et puis on va passer à côté de notre vie quoi. Et finalement, ce qu'on fait, ça ne ressemble plus au rêve de gosse dont je t'ai parlé au tout début du podcast. Ça n'a plus rien à voir. Ouais. Je suis pas dans le soin, je suis pas en train de m'intéresser à l'autre que j'ai en face de moi. Je suis en train de galoper, de courir. Je sais même pas trop après quoi. Et voilà, c'était les montagnes russes. Du coup, il nous fallait des vacances aussi montagnes russes que possible parce que comme on bossait beaucoup, derrière, on avait besoin de faire des vacances un peu sensationnelles. Enfin, tout était dans le toujours plus et plus. Et on a voulu revenir un peu à la base. On s'est questionnés tous les deux à des petits moments off. On partait quand même souvent marcher quand même l'été 2-3 semaines. Et lors d'un trek l'été dans les Pyrénées, on s'est dit avec Pedro, non mais attends, pourquoi est-ce qu'on a voulu être agronome et veto? En fait, c'est quoi les raisons? Et les raisons, c'est pas pour faire ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut qu'on stoppe, il faut qu'on réfléchisse à la suite. Et on décide de partir 14 mois. Donc moi, c'était compliqué parce que j'étais associée. Donc, va poser 14 mois de congé à tes associés. J'ai fait une démission de gérance. Il a fallu les convaincre, les cocos. Je les adore, mes associés, mon ex-associé, mais c'était pas facile. Ça n'a pas été facile et je les comprends. Je me suis barrée 14 mois quand même. Ils se sont retrouvés au pilotage tout seuls. J'ai trouvé quand même une remplaçante, Marion, qui est toujours dans l'équipe et qui est actuellement mandataire avec nous dans la SCOP. On lui a donné la maison et puis on a fait nos bagages. Et nous, l'idée de ce voyage, c'était de partir le plus dépouillé possible pour revenir vraiment à l'essentiel. Je sais pas si tu connais la série Nuit et culottée avec Nancy Moots. Oui. C'est très inspirant pour nous. Non pas de faire exactement la même chose, mais dans l'idée qu'on part à poil. Et nous aussi, on est partis. À poil, mais là, de manière figurative. Voilà, exactement. On a décidé de partir 1 an avec un sac à dos, 10 kilos de matériel. Et on a décidé qu'on dormirait le moins possible dans des maisons, hôtels ou ce que tu veux, qu'on a notre tente et qu'on dormirait dans la nature, dehors. Et on a décidé qu'en moyen de déplacement, on utiliserait principalement nos pieds. Et entre le moment où vous êtes posé, vous avez pris conscience que
vos vies ne vous convenaient plus et que vous couriez vers un truc qui vous correspondait pas du tout, entre ce moment où vous prenez conscience de ça, le moment où vous décidez du projet et le moment où vous arrivez à partir, il s'écoule combien de temps à peu près? À peu près, il s'est écoulé peut-être 3-4 ans à peu près. En fait, quand on s'est rencontré avec Pedro, on est parti 3 mois en Inde à pied aussi, mais on prenait un peu le bus. C'était plutôt une aventure, comme on dit, de backpackers, quoi, sac à dos, quoi, routard. Oui. Et on avait kiffé cette expérience. C'était juste avant de s'installer en Charente et elle avait rythmé cette transition dans nos vies. Et on s'était promis, on s'était dit au retour, waouh, c'était génial, faudra pas qu'on oublie de temps en temps de repartir un peu comme ça. Donc quand même, il y a eu ça en fin 2008, donc c'était il y a longtemps. Et après le voyage, vraiment voyage en marche, on l'a imaginé 3-4 ans avant de partir. On l'a dit à nos proches, puis ils se foutaient de notre gueule, ils disaient mais non, vous ferez jamais ça, mais vous vous rendez compte, vos carrières et tout. Alors nos parents encore pire, ils nous ont dit mais non, mais c'est un saccage. Mon père m'a dit, je me rappelle très bien, il m'a dit non mais tu vas bousiller ta carrière, on peut pas faire un truc comme ça. Allez, prenez un mois de vacances et puis ça ira mieux. Mais pas du tout, on a tenu bon parce qu'on est plutôt du genre têtu avec Pedro. Et on est parti. Et en fait, à l'époque, on avait acheté des chevaux en 2012, puisque comme j'ai expliqué, c'était ma passion et un de mes rêves, c'était d'avoir un cheval. Et donc, on s'était acheté 2 chevaux de Mérins, des chevaux d'Ariège, avec Pedro en 2012. Et on s'est dit mais merde, on peut pas les laisser pendant 1 an, comment on va faire? Et donc les éleveurs de Mérins nous ont proposé d'aller les mettre en estive, donc à la montagne pendant toute notre absence. Et on s'est dit bah tiens, plutôt que de descendre les chevaux en camion, on va partir à cheval. Ça nous fera un bon début d'aventure. Donc on a pris nos chevaux, Sultan et Rahan, et on est parti de chez nous avec notre sac à dos et nos chevaux. Et déjà, la première étape du voyage, ça a été 3 mois. Pour rejoindre l'Ariège. Okay. C'était déjà une formidable entrée dans l'aventure. Et quand vous partez, qu'est-ce que vous savez de la suite? De la suite. Vous avez prévu, tu vois, de la suite de cette aventure. Vous savez oui. Quel pays vous voulez explorer. Vous savez pour combien de temps vous partez précisément. Tu vois, quels sont les éléments où vous savez ce que vous avez décidé, parce que j'imagine qu'il y a énormément d'aventures et d'imprévus, mais c'est quoi les pierres que vous avez déjà posées, tu vois, les étapes qui sont déjà fixées? Alors, on s'est fixé la durée, puisque moi, dans mes négociations avec mes associés, j'ai finalement réussi à obtenir leur feu vert avec évidemment la promesse de revenir au bout d'un temps fini, puisque j'ai conservé mes parts dans la Cellarde. Je suis restée associée tout le temps. C'est juste que j'ai fait une démission de gérance, donc j'ai donné mes pouvoirs pour qu'ils puissent prendre toutes les décisions en mon absence. Donc on a défini cette durée de 14 mois. Pedro, lui, a démissionné, donc il était moins contraint, mais on avait, je en parlerai après, mais le projet d'une reprise de ferme derrière, donc il y a quelque chose qui nous attendait au retour. Et ce qu'on avait décidé, c'est de pas multiplier les trajets motorisés pour des raisons aussi d'impact environnemental. On a décidé d'aller à 3 endroits, mais on voulait quand même aller dans des endroits loin parce que ça restait finalement la réalisation d'un rêve. On avait envie d'aller en Nouvelle-Zélande et on avait décidé de traverser à pied la Nouvelle-Zélande du nord au sud. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? Parce que on était très intéressés aussi pour découvrir les modes d'élevage là-bas, la gestion des pâturages, les grands espaces, toute la dynamique qu'il y a autour des parcs naturels. Et ensuite, on avait envie d'aller découvrir la Bolivie. Et alors pourquoi la Bolivie? Parce qu'on cherchait un endroit assez peu densément peuplé pour y faire vraiment une expédition, pour aller un peu chercher là des choses plus physiques et se retrouver dans un terrain un peu plus hostile, en confrontation avec la nature et voir un peu jusqu'où ce que ça pourrait nous apporter, ce qu'on pourrait y chercher en nous. Ok, magnifique. Et vous avez passé combien de temps dans ces 2 pays? On a été 6 mois en Nouvelle-Zélande.
parce qu'il y a quand même 3500 kilomètres entre le Cap Nord et le Cap Sud. Que vous avez parcouru à pied, sur un chemin qui est un chemin de randonnée, mais qui ressemble pas à nos GR. C'est un chemin où il y a juste des marqueurs assez flous. Ça s'appelle le Te Araroa. Ça fait partie d'un des plus grands trails du monde. Il y en a plusieurs autres au Canada ou aux États-Unis qui comme ça permettent de cheminer sur plusieurs milliers de kilomètres. Donc c'était un rêve pour nous de faire ça, traverser les forêts primaires en Nouvelle-Zélande, toutes les forêts de l'île du Nord, et puis les magnifiques grands espaces de l'île du Sud qui ont donné lieu à tant de reprises au niveau du cinéma et des Seigneurs des Anneaux et tout. Non, mais c'est vrai que ça fait rêver et c'était à la hauteur de nos espérances. On en a pris plein la vue, on a fait des rencontres de dingue. Ce qui nous a plu aussi, c'est qu'on a pu être seuls et c'est ce qu'on voulait. Parce que les espaces sont vraiment très sauvages et on peut être 10-15 jours, marcher 10-15 jours sans voir une seule personne. Donc c'était un peu dingue. Et la Bolivie, là, c'était plus en expédition. J'ai une passion pour les écrivains voyageurs. Alors j'ai lu beaucoup Sylvain Tesson et tout. Il y en a une autre que j'aime bien. En plus, c'est une femme. Il y en a pas tant que ça. Elle s'appelle Sarah Marquis. Et j'avais lu un bouquin de cette aventurière à pied il y a quelques années. Elle traversait le désert de l'Altiplano, désert qui est entre la Bolivie et le Chili. Et en fait, j'ai eu très envie de préparer un parcours qui soit un peu dans ce style, c'est-à-dire quelque chose qui soit plus comme une expédition où il y aurait même des dépôts de nourriture. C'est-à-dire qu'on savait très bien qu'en traversant ce désert, on ne va pas avoir de gens du tout pendant plusieurs semaines. Et on a préparé vraiment des caches de nourriture. Sarah Marquis et certains nombres de grands explorateurs font ça. C'est-à-dire qu'il y a des points, on a fait déposer des colis de nourriture qui étaient planqués soit dans des cabanes de bergers, soit dans des endroits protégés, et pour pouvoir vraiment faire une expédition. Et donc on a réussi à faire ça et on a traversé la Bolivie depuis la cordillère des Andes jusqu'à la frontière avec le Chili. Ok. Et du coup, il y a un petit goût un goût du risque, le Astérix, ça me revient, un petit goût du risque, du coup, quand même. Parce que, ouais, c'est, comme tu dis, l'expédition, là, on est dedans. C'est-à-dire que si vous trouvez pas, la boîte avec la nourriture, ça devient compliqué, quoi. Oui. Mais vous avez trouvé toutes vos boîtes. On a trouvé toutes nos boîtes. On avait quand même un système de SOS. On n'est pas parti. Tu parles que nos familles nous ont pas laissé partir comme ça. On avait un boîtier qui lance un SOS pour chercher des secours. Hein. C'est ce que les gens prennent quand ils vont en expé. Mais tout s'est bien passé parce qu'on avait bien organisé. Après, il y a eu des conditions très rudes, mais c'est ce qu'on cherchait aussi. Finalement, dans ce voyage, c'est monté un peu crescendo. On est parti de chez nous. On a fermé notre porte. On est parti avec nos chevaux. On a traversé tout le territoire où on habite à pied. On est allé jusqu'en Ariège et finalement mieux connaître notre pays et faire des rencontres avec des gens qui habitent à côté de chez nous, qui pourraient être nos voisins. Aller en Nouvelle-Zélande, être encore dans un endroit où il y avait quand même un tracé avec un axe et on n'avait plus qu'à le suivre. Et puis finalement cette dernière partie qui était un plus gros challenge, mais qui nous a permis aussi d'aller là pour le coup chercher dans nos ressources. Et je pense qu'on a appris tous les deux beaucoup de choses sur nous-mêmes au travers de cette aventure. Ouais. Ben, j'allais te demander justement d'avoir vécu là ces 14 mois d'aventure crescendo avec des conditions parfois vraiment rudes. Qu'est-ce que ça t'a apporté qui te sert peut-être même encore aujourd'hui? La première chose, je dirais, c'est beaucoup de résilience. Je me rends compte que ça m'a montré que j'étais forte, que j'avais du courage, que je pouvais vivre dans des conditions extrêmement sobres, matériellement, même au niveau de l'alimentation. Hein. Pendant l'expé, on a mangé quasiment que du quinoa pendant plusieurs semaines, je dirais même mois sur certaines. Ouais. Et c'est ok, ça passe et on est bien. Que ça m'a appris qu'on a besoin finalement de peu de choses pour être heureux et que les choses primordiales,
eh ben, on les a en nous et autour de nous dans la nature. En tout cas, pour ma part, mes besoins en termes de bonheur pour me sentir sereine, elles se résument à très peu de choses. Et c'était ça OK. qu'on avait perdu, et c'est ça qu'on est venu rechercher. Ouais. Et aujourd'hui, à quel point tu as l'impression que cette expérience, elle est ancrée dans ton quotidien et qu'elle te permet d'éviter des dérives parce que tu es dans un monde où on te pousse à la consommation, même si à Confolens, c'est peut-être pas la même chose que dans une grande capitale. Mais tu vois, à quel point tu as l'impression que cette expérience de vie, elle a ancré en toi des valeurs encore plus fortes, une attitude, tu vois? Comment ça se passe? Oui, je pense qu'il y a un risque, quand tu rentres, au bout de quelque temps, de reprendre le rythme normal. En fait, ça dépend quel virage tu fais au moment de ton retour. Il y a eu toute une Et phase oui, d'atterrissage, c'est sûr. Alors notre chance, c'est qu'on s'est lancé dans un projet au retour qui était un projet de reprise d'une ferme. Ça s'est fait 6 mois. On est rentré mi-2016 et au 1er janvier 2017, on s'est installé, on a repris une ferme. Donc ça nous a OK. permis, ce projet, cette création de projet nous a permis de concentrer toutes nos nouvelles aspirations. Donc ça a été comme une feuille OK. blanche, et comme on n'était que Pedro et moi aux commandes, sans aucune obligation extérieure et contrainte extérieure, on a pu vraiment se faire plaisir, si je puis dire, et pouvoir être dans la continuité exacte de ce qu'on venait de vivre. Par contre, Ouais, et génial. c'est vrai, il faut reconnaître, quand je suis retournée au travail, je parle de Capveto Confolens, donc clinique, euh, là, il a fallu que aussi je trouve un moyen de réaligner les choses. Donc c'est là où j'ai Ouais. décidé de démarrer une formation en ostéopathie. Parce que je me suis dit, je peux pas reprendre OK. exactement pareil. Parce que je veux pas faire Mmh. comme avant. En fait, il y a plein de choses qui me gênaient dans le travail que je faisais avant, enfin, qui ne me correspondaient pas, du moins, ou pas complètement, qui me permettent pas de me réaliser vraiment qui je suis. Et donc, j'ai démarré cette formation en ostéo. Donc, ces deux projets, le démarrage de la formation d'ostéo et la ferme, ça m'a permis de me mettre en Ouais. adéquation suite à ce retour. J'ai fait un choix, mais on l'a fait sur plusieurs années. On a fait le choix de revenir à quelque chose de plus modeste et simple en termes de vie. Parce qu'on s'est dit, finalement, alors ça va peut-être, ça va peut-être choquer des gens, mais on gagne trop d'argent, trop de moyens, trop de matériel. Tout ça occupe notre vie, prend du temps parce qu'il faut gérer tout ce matériel, il faut gérer son capital, il faut gérer son argent. Trop d'argent, c'est aussi le risque de mal le dépenser. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'aujourd'hui, que plus on gagne d'argent, plus on est des pollueurs, enfin plus on impacte Mmh. négativement l'environnement, malheureusement. Donc on s'est fait le pari avec Pedro de dire, ok, on a besoin de combien pour vivre réellement, et on va aller chercher que ça, juste ce qu'on a besoin pour vivre normalement. Alors je dis pas, voilà, je pars en vacances, etc. Donc voilà. Et on a défini tous les deux une rémunération. Et petit à petit, dans mon boulot, mais je l'ai pas fait tout de suite. À la ferme, ça a été facile parce qu'on a tout calibré au niveau financier pour ça. Donc l'objectif de Pedro, c'était d'avoir un salaire de 2000 nets par mois. Et moi, ça a été mon objectif aussi pour comme vétérinaire. Et donc petit à petit, on a tout remodelé, réaligné pour être là-dessus, pour vivre de manière plus sobre en fait. Donc oui, il y a eu tout OK. un travail, mais on a eu besoin de ça. Et si on l'avait pas fait, en effet, ça aurait été dissonant avec ce qu'on venait de vivre. Et oui, oui, j'imagine très bien les risques qu'il y a, de crash, au retour d'un voyage comme ça où tu es au contact de l'essentiel et poum, tu repars dans, plein de choses qui sont plus alignées avec la personne que tu es devenue. Et c'est génial que vous ayez eu, ce projet à 2 et ce projet pour toi avec l'ostéo. Je veux bien que tu m'en dises plus sur, qu'est-ce qui fait que c'est l'ostéo que tu as choisi à la suite de ce voyage pour t'aligner avec la personne que tu étais devenue, avec les idées que tu avais décidé de suivre? Euh, L'ostéo, ça vient d'une rencontre, toujours en Ariège, rencontre que j'ai fait dans les années 2010, quand on a acheté nos chevaux. J'ai rencontré un véto qui est assez connu, qui est ostéopathe, qui s'appelle Patrick Chen.
qui était le veto des éleveurs de chevaux à qui on a acheté nos chevaux, qui sont devenus de proches amis. Et Patrick donc a été vétérinaire de campagne et on s'est ensuite tourné vers l'ostéopathie. Et je l'ai vu travailler avec les chevaux, avec le troupeau de Christine et Jean-Louis, mes amis éleveurs. On a eu beaucoup d'échanges et c'est vraiment ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais ouais, il y a quelque chose à creuser là-dessus. Finalement, je reviens à mon désir au départ de soigner, de vraiment être avec l'autre. Ça manquait un peu parce que quand t'es généraliste, t'as un côté un peu enchaînement. Alors ça fait partie du taf et c'est sympa aussi parce qu'il y a une diversité d'activités. Tu vas faire une perf de veau, tu reviens, hop, tu vas recoudre un chien, etc. Mais il y a un côté un peu, un rythme qui est très rapide, trop rapide pour moi, trop rapide. Moi, j'ai besoin d'aller rencontrer l'autre. Et pour bien soigner aussi, pour donner pleinement mon potentiel de soin, j'aime passer ce temps. Et l'ostéopathie, ça m'a plu pour ça. Parce que c'est une médecine holistique, donc tu prends en charge l'individu dans sa globalité, mais aussi tu prends le temps, quoi. Hein. C'est des consultes qui sont longues. Hein. Aujourd'hui, j'ai des créneaux d'1 heure. Enfin, c'est le luxe, quoi. Enfin, c'est sûr par rapport au créneau de 15 minutes auparavant. Hein. Voilà, donc c'est ça qui m'a donné envie. Après, ça m'a parlé le côté manuel. Je suis quelqu'un assez dans la terre. Voilà, on n'est pas devenu paysanne et paysan par hasard avec Pedro. J'aime faire des trucs de mes mains, j'aime faire mon pain, j'aime bricoler, j'aime mettre les mains dans la terre, j'aime mettre mes mains dans le poil des animaux. Et bon, bah, quoi de mieux que l'ostéopathie si on veut avoir les mains dans le poil toute la journée. Ça me plaît vraiment, ça me plaît. Il y a aussi ça lie aussi à une autre chose que j'aimais déjà depuis gamine, c'est l'observation. Je veux dire, c'est l'animal qui dit, il se place, on regarde, ok, ça t'aimes pas cette façon, je te manipule de cette façon-là, t'aimes pas ça, ok, je trouve un autre point d'entrée, on va faire comme ça. On est aussi dans la recherche d'une coopération dans le soin. Ça me plaît vraiment. On n'est pas là pour imposer quelque chose. On va donner un point d'appui à l'animal. Et finalement, c'est l'animal qui va choisir de s'appuyer sur ce point pour aller trouver le chemin de la guérison. C'est super beau, c'est comme une danse, quoi. Il y a des moments suspendus en ostéopathie, c'est dingo. C'est pas toutes les consultes, hein. Je veux pas travestir la réalité, hein, mais parfois il se passe des trucs, c'est fou, quoi. Et je l'avais pas vécu. Surtout que j'avais pas j'imagine pu le vivre avant ça, dans mon autre métier, enfin dans mon autre façon d'exercer mon métier. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de le vivre. Il y avait des trucs avec beaucoup d'émotions quand tu fais des mises bas, quand tu fais des vélages en pleine nuit et tout, il se passe des trucs de dingue, même au niveau humain, avec les éleveurs et tout. C'est un boulot génial, hein, d'être véto de campagne. Je renie pas du tout ça. Mais là, dans le côté de faire corps avec l'animal, c'est autre chose, quoi. Surtout que j'imagine que c'est quand même quelque chose, tu manipules parfois des vaches et des taureaux. Ouais. Donc t'es sur un animal de plusieurs centaines de kilos, voire de sa tonne, et que t'arrives à créer ce fameux point d'appui. Enfin bon, moi j'ai déjà vu des photos et des vidéos et c'est assez impressionnant. Du coup, tu parles de l'ostéopathie d'une manière hyper inspirée, je trouve. Aujourd'hui, quelle place ça prend concrètement dans ton quotidien ? Bah donc pour les raisons que je t'ai expliqué, petit à petit, j'ai été amenée à réduire mon temps de travail. En tout cas, mon temps de travail rémunéré. Donc pour des raisons aussi d'éthique de vie, hein, que je viens d'aborder. Donc ça s'est fait progressivement. C'est pas un choc brutal. Et puis j'avais pas envie de faire ça à mes associés, puis même pour moi. Donc en fait, ça s'est fait pour une raison assez naturelle dans la vie d'une femme, c'est que j'ai eu les enfants, donc ça m'a obligée aussi à ralentir, c'est très bien. Il y a plein d'événements dans ma vie qui m'ont envoyé des signes de ralentissement. Donc en 2017, on a notre premier enfant, Margot. En 2019, un deuxième enfant, Louis. Et en 2021, on a Nina, notre troisième. Donc à chaque fois, j'ai pris des congés allongés. Hein. J'ai pris des congés parentaux. Enfin, je sais pas comment on dit parce que quand on est associé, c'est pas exactement pareil, mais en tout cas, je me suis arrêtée pour chacun, suffisamment de temps pour profiter pleinement de ces moments. Et à chaque fois, je suis revenue à un temps de travail plus faible. Après la première, je suis revenue à, je sais pas, 80%. Après le deuxième, j'étais à 65. Et après la troisième, 40,
un peu moins de 50, quoi. Là, je travaille 2 jours par semaine. Ok. Et pendant ces 2 jours-là, quelle place prend l'ostéo? Ah bah ouais, je suis devenue praticienne exclusive en ostéopathie. Bon, l'avantage dans mon équipe, c'est que je sais faire encore plein de choses parce que j'ai pratiqué pendant longtemps avant la médecine généraliste. Donc, s'il y a besoin, si j'ai un créneau qui s'est annulé, je vais passer côté hospice et je vais voir si on a besoin de moi, s'il faut reposer un cat et un chat, quoi. Mais donc je le fais volontiers. J'ai pas de problème avec ça. Ou s'il y a des éleveurs au comptoir qui ont besoin d'un conseil pour réhydrater un veau, etc., je le fais. Mais ma pratique maintenant, c'est que de l'ostéopathie, de la phytothérapie, un petit peu d'acupuncture. Je continue épisodiquement à accompagner des éleveurs qui ont besoin d'une approche dite complémentaire, holistique, appelle ça comme tu veux, qui veulent une approche globale. Donc de temps en temps, je fais un peu de conseils aussi. Voilà, principalement, c'est ça mon activité à Cabeto Confolens. Magnifique. Donc ça veut dire que t'as réussi avec la patience et les années et des belles stratégies comme faire 3 enfants à créer du coup un rythme de vie et une manière de pratiquer qui correspond vraiment à ce dont t'avais envie finalement. Ouais, là je me sens pleinement en adéquation avec ce que j'avais envie. Ouais, c'est vrai que j'ai eu la chance que ce soit accepté par mes collègues. Oui. Même si ça n'a pas été toujours facile, je dis pas le contraire, mais au final on travaille toujours ensemble, c'est que ça va, ça a été accepté. Finalement, ils se rendent compte que c'est valorisant aussi pour notre structure. Parce qu'on a toujours un peu peur, ok, on va perdre un mixte qui fait des gardes, etc. Et à côté, tu vas faire quoi, comment comment ça ramène de l'argent, etc., etc. Bon, il y a tout un questionnement là-dessus. Et puis au final, on se rend compte que c'est une belle synergie. Ça fait venir d'autres gens qui venaient pas forcément à la clinique, qui avaient d'autres besoins. Au final, c'est très complémentaire et on se marche pas sur les pieds et on passe de l'un à l'autre assez facilement. Donc ouais, moi je suis hyper satisfaite de la tournure qu'ont pris les choses et je pense que maintenant c'est bien intégré dans l'activité de notre clinique. Ouais, et ça fait combien de temps que du coup tu fonctionnes comme ça avec une activité à quasi 100% en médecine complémentaire au sein d'une structure mixte? Bah là depuis 2021. Depuis Donc ça fait 3 ans. Ouais, oui, bientôt presque 4 ans. C'est début 2021. Ouais. Ok. Donc oui, magnifique. Donc ça veut dire que le format est pérenne. Ça marche quoi de faire comme ça. Ouais, ça marche carrément. Hein, même, je pense potentiellement, à un moment, on pourra proposer à d'autres de venir travailler sur ce pôle-là avec nous, si ça intéresse d'autres personnes. Ok, trop bien. Du coup, je voudrais revenir sur cet autre projet que tu as déjà mentionné plusieurs fois, puisque pendant 2 jours par semaine, tu exerces ton métier de vétérinaire et du coup dans l'ostéopathie et les autres médecines complémentaires que tu pratiques. Mais tu as parlé de cette ferme et tu as employé ces termes de paysanne et de paysan. Et déjà, ça m'interpelle. Qu'est-ce qui fait que c'est paysanne et paysan et pas agriculteurs et agricultrices? Bah alors là, il faut juste reprendre un peu. Il y a une définition officielle de l'agriculture paysanne. C'est pour ça que moi, je m'identifiais à cette définition. C'est pour ça que j'utilise ce terme-là et qu'avec Pedro, on choisit d'utiliser ce terme-là. L'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui est implantée dans son territoire, qui est implantée dans son tissu local, qui permet de produire des choses qui sont vivriers. Donc soit de la nourriture, soit des choses pour les vêtements, mais on est sur quelque chose où on ne cherche pas à faire du profit, à faire de l'export, etc. Donc on est là pour nourrir les citoyens du territoire. L'agriculture paysanne, c'est aussi une agriculture qui permet aux gens qui travaillent la terre et qui s'occupent de la ferme de vivre décemment de leur métier. C'est-à-dire qu'il y a une dimension sociale. C'est comme, tu vois, éthique sociale et solidaire. On n'exploite pas des gens sur une agriculture paysanne. On n'a pas des gens qui sont gros propriétaires, qui gagnent plein d'argent, et puis des gens qui ramassent des concombres toute la journée, qui gagnent 2 € de l'heure, quoi.
Non, c'est vivre décemment, que chaque personne qui travaille de la terre puisse vivre décemment. Et l'agriculture paysanne aussi, elle cherche à avoir un impact sur son environnement et sur la ressource qui est positif et pas d'accaparement. Et l'idée, c'est bien que on emprunte la terre à nos enfants, donc on est là pour faire quelque chose qui soit vertueux pour les générations futures. Donc voilà pourquoi je parle de paysannes et paysans plutôt que d'exploitants, par exemple, d'exploitants agricoles. Et agriculteur, pour moi, bon, évidemment, c'est le terme consacré, mais c'est pas assez précis. Ici, c'est bien un projet d'agriculture paysanne qu'on mène. Oui, bah maintenant que tu l'as expliqué, j'entends bien la différence qu'il peut y avoir et le sens profond du mot. En fait, je l'avais pas compris et je suis très contente parce que tu l'as expliqué très clairement à mes oreilles, en tout cas. Concrètement, toi, en tant que paysanne, quel est ton rôle au sein de cette ferme? Ce projet de la ferme écologique de Gorse, donc on l'a pensé pendant tout le voyage. On a repris donc une ferme qui était déjà travaillée par un agriculteur et qui en est resté le propriétaire. Donc on a choisi de prendre cette ferme en fermage, qui est 150 hectares de prairies naturelles. Et dessus, on a choisi de continuer un élevage bovin allaitant qui était initialement limousin et que nous, on a passé en race Hereford. C'est un élevage en plein air, intégral, labellisé bio et nature et progrès. Et moi, mon rôle, déjà, c'est d'être au quotidien dans le pilotage de ce projet, qui est une entreprise, mais un peu plus qu'une entreprise, parce qu'il participe aussi au niveau citoyen, au niveau local, à sensibiliser plein de monde à ce que c'est que l'agroécologie. Ça a sa place aussi sur le bassin de l'eau où on est, puisqu'il y a toute une histoire de gestion de la ressource en eau ici et conserver la qualité de l'eau. Donc, une ferme comme la nôtre, elle a un rôle aussi là-dessus. Moi, au quotidien, je m'occupe des animaux avec Pedro. Donc, en dehors des 2 jours par semaine où je suis absente et toute la journée à la clinique à Confolens, les autres jours, c'est le quotidien de notre ferme, c'est-à-dire faire le tour de nos troupeaux, s'assurer que tout le monde va bien et s'il y a besoin, pratiquer les soins nécessaires. On fait beaucoup de phytothérapie, évidemment de l'ostéo aussi. On fabrique nos saunes minéraux dans lesquels on met des plantes sèches. Donc ça nous occupe aussi du temps pour concevoir tous ces produits qu'on fait nous-mêmes avec du sel qui vient de l'île de Ré, du sel qui est déclassé pour l'alimentation humaine et qu'on utilise, qu'on incorpore toujours dans l'idée d'avoir des ressources qui sont vraiment locales. Ensuite, on a tout un travail d'éducation de nos animaux, dont je pourrais te parler un peu après, parce que on a monté aussi une formation là-dessus. On essaye d'avoir des animaux qui soient bien avec leurs humains, parce que les animaux d'élevage, voilà, ça paraît une évidence qu'un animal de compagnie, un chien, on va l'éduquer, le socialiser, on va passer du temps avec lui, on va lui apprendre à recevoir des soins. Et bizarrement, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que l'animal d'élevage a un autre statut, que il est destiné peut-être à mourir pour donner de la nourriture. Et on ne prodigue pas autant de soins à la relation à l'humain. Et nous, on trouvait ça très dommageable. Pour nous, l'élevage, c'est la relation avec l'animal d'abord. Pour nous, c'est ça la raison d'être de l'élevage, c'est d'être en lien avec l'animal. Donc, on a eu envie de donner une dimension particulière à ça dans notre ferme. Donc, on y consacre du temps. On passe beaucoup de temps avec nos jeunes génisses, à les brosser, à s'occuper d'elles, à les éveiller à tout un tas de stimulations. C'est comme, tu vois, t'as la classe des chiots et t'as la classe des génisses, c'est pareil. Génial. Comme un cheval, on les débourre au licol, etc. Donc ça nous prend plein de temps. On fait ça souvent ensemble. On adore faire ça avec Pedro. On a cette affinité. C'est un truc qu'on a en commun aussi qui nous rapproche beaucoup tous les deux dans le couple. Après, Pedro s'occupe plutôt de tout ce qui est agronomique pur, donc gestion de parcelles, penser tout le pâturage tournant, quand il faut parfois passer du broyeur, entretenir la hauteur d'herbe, etc. C'est plutôt son truc. Moi, je m'occupe pas mal du lien avec nos partenaires pour gérer la biodiversité sur le site. C'est un site qui est exceptionnel en termes d'écosystème. Donc, on travaille, on fait des inventaires avec Charente Nature, qui dépend de France Nature Environnement et de la LPO. Et donc, il y a des naturalistes qui viennent
de manière très régulière sur la ferme pour faire des inventaires. Donc, je donne un coup de main à ça. J'adore ça. J'ai appris plein de trucs. J'étais nulle. Je connaissais le nom de 2 oiseaux il y a 15 ans et j'ai appris plein de choses depuis et je trouve ça formidable. Donc, je passe pas mal de temps là-dessus. Ce que ça nous apporte, c'est une étude grandeur nature sur l'impact de la gestion des pratiques agroécologiques sur la biodiversité. On manque d'études comme ça en France. Il faut motiver les gens pour montrer que certaines pratiques ont vraiment un impact positif. La perte de la biodiversité, c'est un des indicateurs les plus graves dans malheureusement les limites planétaires qui ont été atteintes actuellement. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Il y a un enjeu très très fort là-dessus par rapport à l'agriculture. Il faut montrer aussi aux éleveurs que c'est positif, parce que le retour de certaines espèces, d'amphibiens, etc., contrôle par exemple les populations de mouches. Je vois dans le coin, on a énormément de problèmes avec les miasmes, là, ces grosses mouches qui pondent des vers sur les moutons et tout. Si on a des chauves-souris, si on a des amphibiens, on a beaucoup moins de ces mouches. Il y a un cercle vertueux. Donc il y a besoin aussi de données scientifiques pour amener les gens à amorcer cette transition nécessaire. On accueille des ingénieurs agronomes, on accueille des étudiants vétos, des politiques aussi, assez souvent. Donc j'aime bien aussi m'occuper de ça, de leur faire visiter la ferme, de répondre à leurs questions, de voir qu'est-ce qu'ils sont venus chercher ici en venant à notre rencontre, essayer de leur faire comprendre qu'il y a pas d'autonomie entre écologie et agriculture, que tout est relié au contraire, et qu'il n'y a pas d'antinomie entre bien-être humain, bien-être animal et bien-être environnemental, que tout ça finalement, tout ça ne fait qu'un. Il y a des gens qui ont très bien conceptualisé avec le One Welfare. Tout le monde connaît One Health. Il y a aussi One Welfare. C'est un vrai mouvement. Hein. Vous pouvez retrouver sur Internet. Il y a un site Internet One Welfare. C'est une vraie démarche. Pour nous, tout est connecté et j'aime bien éveiller les gens à ça aussi. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a une dimension pédagogique très forte dans ce projet. Est-ce que cette dimension, elle était déjà là quand vous l'avez pensée pendant votre périple de 14 mois, ou est-ce qu'elle est venue après? Comment ça s'est passé pour vous? Ce qui s'est passé, c'est que quand on a bougé pendant ces 14 mois, on a été accueillis énormément de fois par des paysans et des paysannes. Et on a eu beaucoup d'échanges. Et ce côté ouverture des fermes, c'est quelque chose qui nous a énormément touchés. Et à chaque fois qu'on a remercié beaucoup les gens, ils nous ont dit mais non, mais c'est à vous qu'on dit merci. Merci d'être venus sur notre chemin, de nous raconter votre aventure, de venir avec tout ce que vous avez apporté. Et on s'est dit mais ouais, en fait c'est ça. C'est génial d'avoir un espace ouvert. On peut pas, tous les humains peuvent pas avoir une ferme de 200 hectares. Il y aurait pas assez de place. Donc nous finalement, on aime bien dire que on est garant. On est un peu gardien du temple des terres des autres, pour les autres humains de cette planète. En tout cas, une partie. En France, si tu calcules un peu la surface totale agricole et le nombre d'habitants, tu te dis qu'il y a 1 hectare par humain en France. Donc 150 hectares, il faut qu'on ouvre notre porte à au moins 150 personnes. Ils ont autant de raisons que nous de venir ici fouler cette terre, et c'est une dimension importante pour nous, l'échange et le partage. Donc on s'est tout de suite dit dans le début du projet, on sait pas comment ça allait se matérialiser, mais on s'est tout de suite dit on veut pas un truc reclus, tu vois. On n'a pas envie d'être dans notre ferme, tout faire notre truc dans notre coin, voir personne. En plus c'est des boulots, ça peut faire un peu peur, hein, être tout seul. Bon, on travaille tout seul quand même. En fait, en vrai, t'es pas dans une équipe de 50 personnes, quoi. Et nous, on est profondément sociaux avec Pedro. On aime bien voir des gens. Donc on s'est dit comment on va contourner tout ça. Alors, on a trouvé une façon, c'est de travailler en partenariat avec des gens, comme je t'ai cité Charente Nature, mais on a d'autres partenaires. Par exemple, on a planté plus de 3000 arbres depuis la reprise de notre ferme, et on a une association, un collectif qui s'appelle Promet, avec des ingénieurs en agroforesterie qui nous accompagnent, qui suivent l'évolution des plantations qu'on a faites. On travaille énormément avec eux sur le thème de l'arbre. Voilà, on a comme ça un certain nombre de partenaires, donc c'est des gens finalement qui deviennent comme des collègues. Mais on aime aussi accueillir plein de gens de divers horizons, tu vois. Des woofers, on fait un peu de woofing.
On est dans le réseau Warm Shower aussi, ça c'est un petit clin d'œil à notre côté voyageur. Warm Shower, c'est un accueil de cyclo-voyageurs gratuit sur le principe de l'hospitalité. Donc tu t'inscris sur la plateforme, tu dis si tu veux bien accueillir des gens. Et puis les gens qui sont en voyage à vélo sur le long cours, souvent c'est de la longue itinérance, te contactent 48-72 heures avant d'arriver et te demandent est-ce que je peux dormir chez toi quoi. J'irai dormir chez vous. Donc on a prendre une bonne douche bien chaude. Ouais, voilà, une bonne douche. Et tout ça, ça nous fait vachement grandir, quoi. Ces 2 dernières années, il y a le Tour de France agricole qui est passé chez nous. C'est à l'initiative d'ingénieurs agro, de VET AgroSup qui ont créé ça. Et ça regroupe des étudiants véto, des étudiants agro, des étudiants en sociaux qui se regroupent. L'année dernière, je crois qu'ils étaient un peu moins d'une centaine. Et pendant 3 semaines, ils font des vacances utiles. C'est-à-dire, au lieu de partir à Arcachon, ils vont faire le tour des fermes qui proposent des innovations en France. Et ils ont leur petit camion et tout le monde. Et c'est un espèce de campement géant itinérant. On les a accueillis 2 années de suite. C'était génial pour nous. Enfin là, on a pris une vague avec visite de ferme, plein de réflexions, gros think tank sur c'est quoi l'agriculture de demain, comment je peux prendre part, moi, en tant que futur agro ou veto, à la transition agroécologique en France. Qu'est-ce que je peux faire pour accompagner, par exemple, des éleveurs qui voudraient aussi améliorer leurs pratiques. C'était dingue, quoi. Et c'est tout ça nous motive à maintenir cette ouverture, évidemment, de la ferme sur le monde. Il y a vraiment ce côté que tu as décrit quand vous disiez merci et que les personnes qui vous accueillaient pendant votre voyage disaient nous aussi on vous dit merci et finalement vous avez entretenu ce cercle-là de on a de la gratitude que vous soyez là, nous on a de la gratitude que vous nous rendiez visite et ça nous permet de nourrir notre envie de transmettre, notre envie d'avoir des contacts, notre envie de découvrir le monde à travers vos yeux, de nourrir notre inspiration. Enfin bon. Ça donne envie, en tout cas, de venir vous voir. Je vais peut-être faire cette parenthèse maintenant. Comment on fait pour te contacter, Sophie, pour venir découvrir cette ferme? Comment ça se passe? Eh ben, plein de façons. Je laisserai mes coordonnées téléphoniques, ça me gêne pas du tout, et mail à la fin du podcast. Mais on est aussi actif sur Facebook, Ferme écologique de Gorce, GORCE, et un petit message via Messenger, ça marche aussi très bien. Donc il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Donc tu es contactable et tu espères recevoir plein de messages suite à l'écoute de ce podcast de personnes qui disent on veut passer voir. Ok, génial. Bon, ça fait une vie bien remplie tout ça, mais tout à l'heure tu nous as fait un petit teasing qu'il y avait encore autre chose dans cette vie bien remplie, puisque tu as parlé du bien-être animal qui te tenait très à cœur, et tu as dit, je crois que tu l'as dit, je ne sais plus, mais moi je le sais déjà, que tu en avais fait un autre projet professionnel. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as développé comme projet autour de ce soin au bien-être des animaux d'élevage? Alors, fort des expériences qu'on a eues à la ferme, donc comme je t'ai dit assez rapidement, on s'est dit non mais on peut pas travailler dans un contexte d'élevage sur notre ferme où les animaux auraient peur de nous. Ça va à l'encontre de notre envie de travailler, et la vérité c'est que c'est quand même assez souvent le cas. On a récupéré d'ailleurs notre prédécesseur avait un troupeau de limousines. La première hiver où on prend la ferme en main, on a pris la ferme en main le 1er janvier, les premiers veaux à boucler, plein air intégral, c'était le rodéo quoi. On obligé d'inventer des stratagèmes pour pas se faire culbuter, donc c'est pas du tout agréable pour travailler quoi, le stress permanent et pour les humains et pour les animaux. En parlant un peu avec des consoeurs, des confrères, mais aussi des éleveuses et des éleveurs, on s'est rendu compte que c'était général, qu'il y avait beaucoup de peur et de problèmes de sécurité autour de l'approche notamment des gros ruminants, des bovins, énormément d'accidents. Moi, j'ai eu un très grave accident en 2011, je me suis fait encorner par une vache limousine qui m'a ouvert la cuisse de haut en bas pendant que j'étais en train de faire un soin sur le veau.
Bon, bref, tout ça, ça fait bien réfléchir, quoi. Donc on s'est dit, c'est bizarre quand même, les chevaux, on arrive très bien à les approcher. Pourtant, ça existe, les chevaux sauvages, hein. Je pense qu'un Mustang et une vache limousine, c'est pas, en termes de dangerosité, ça doit être comparable. Et pourtant, on arrive, les chevaux, à les éduquer. Ils donnent leurs pieds, ils voient le maréchal Ferrand, on peut faire une injection au pré, donc c'est possible. Pourquoi est-ce que c'est pas possible pour les animaux? Pourquoi personne fait rien là-dessus? Alors, ce projet, il est né de plusieurs rencontres. J'ai rencontré en 2012 Hélène Roche, qui est une éthologue. J'avais fait ma thèse sur les chevaux de Przewalski et la réintroduction, le projet de réintroduction qui a cours dans le Causse Méjean. Et j'avais rencontré plusieurs éthologues équins. Et donc Hélène Roche participe aussi à ce projet qui s'appelle TAC, qui est un magnifique projet. Je vous invite à aller visiter en Lozère cet espace de réintroduction, c'est magnifique. Et j'ai rencontré Hélène qui a monté une méthode de medical training, de clicker training pour les équins. Et je me suis dit, super, ça marche avec un herbivore. Donc j'en avais parlé déjà à l'époque parce que ça fait longtemps que ça me perturbe, cette idée de soins en contrainte, parce que pendant mes années de véto de campagne, vous t'imagines bien que j'en ai vu des vertes et des pas mûres, hein, avec des vaches qu'on a dû saucissonner de la tête aux pieds pour réussir à juste prendre par exemple un tube de lait pour voir si c'était une mamie de colis, quoi. Enfin, c'est de la folie, quoi. Et Hélène me dit, mais oui, il n'y a pas de raison, ça doit marcher chez les ruminants. Dans les zoos, finalement, on fait du medical training sur tous les animaux. C'est vrai. Et un de mes potes de promo, c'est Antoine Leclerc, il est véto au zoo de Beauval. Voilà, j'ai déjà vu plein de vidéos d'animaux dans les zoos. J'ai jamais été voir le travail des soigneurs, mais j'en ai vu plein et ça marche super bien. Donc on s'est dit, il faut creuser ça. Alors, fort de mes petits contacts à Alfort à l'époque, en 2017, quand on s'installe à la ferme de Gorse, j'appelle mon copain qui est en pâteau repro à Alfort, Vincent Maufray, et je lui dis, trouve-moi des étudiants véto, faut qu'on bosse sur une thèse pour voir comment on peut faire du travail coopératif avec les bovins. Donc il en parle, il fait sa petite pub à Alfort, et il me trouve 2 étudiantes qui sont venues successivement. Une qui a fait plutôt un préambule un peu, il faut bien le faire, hein, c'est une espèce de synthèse, de revue bibliographique de tout ce qu'il existe sur le sujet. Et une autre, et c'est là que ça a été super intéressant, qui fait vraiment une expé sur place pour nous aider à monter un protocole d'éducation des animaux d'élevage, donc des bovins, en élevage allaitant, pour qu'ils soient plus faciles à gérer dans le quotidien. C'est-à-dire, c'est quoi le quotidien? C'est aller boucler un veau au pré, aller faire un petit soin peu invasif dans une zone comme un pré. On va pas remonter à chaque fois les animaux jusqu'au parc de contention dès qu'il faut juste appliquer une petite crème ou quoi. C'est leur permettre de passer dans de bonnes conditions à la prophylaxie, etc. Et on a travaillé avec elle. Et j'ai rencontré une super personne aussi qui s'appelle Pauline Garcia, à ce moment-là, et qui nous a aidé à accompagner cette thèse, et qui, elle, avait déjà commencé à avancer aussi sur ses expérimentations sur sa ferme, et qui commençait aussi à faire de la formation pour les éleveurs dans ce domaine-là. Et on a monté un peu notre protocole, qui est un mélange à la fois de désensibilisation, pour ceux qui connaissent la méthode Lassens d'équitation éthologique et d'approche du jeune cheval. On fait de la désensibilisation, c'est-à-dire qu'on essaye de baisser la réactivité émotionnelle des animaux en leur présentant tout un tas de stimuli, en faisant un éveil sensoriel, mais un peu comme aussi les chiots, hein. Donc on fait ça quand ils sont tout jeunes, hein, vers l'âge du sevrage. Et puis petit à petit, on va plus loin dans de l'éducation individuelle, pour au final avoir des génisses qui arrivent à leur premier vélage entre 2 et 3 ans, complètement manipulables, c'est-à-dire elles sont licollables au pré. On peut aller en chercher une et la remonter si on a besoin jusqu'au bâtiment, et on peut pratiquer des soins en coopération. Par exemple, donner à la drogueuse quelque chose avec de la phytothérapie, tu vois, par exemple. Un extrait phytostandard de plante avec une drogueuse au pré, avec juste un licol. C'est rien de fou, hein, mais c'est impossible à faire. Hein. Sur n'importe quel bovin allaitant en France, tu peux pas faire un truc comme ça.
et ça marche super bien. Ouais, c'est ça, ça marche bien, ça fait ses preuves. Vous le vivez dans votre quotidien avec au sein de la ferme et en ayant changé de race. Donc Oui. vous faites ça sur des Hereford. Maintenant, quel est j'imagine que vous n'avez pas gardé ça pour vous. Comment vous faites en fait pour transmettre ça? Qu'est-ce que vous en avez fait de tout ce protocole et de tout ce travail que vous avez mis en place? Ouais, on a été sollicités. Donc tous les gens qui viennent nous rencontrer sur la ferme, souvent ça les faisait beaucoup réagir cette méthode, cette approche un peu originale, enfin dans le monde de l'élevage en tout cas. Et donc plusieurs fois les gens nous ont dit mais c'est bête, faut que vous fassiez des formations. Et donc on s'est lancé. Là maintenant ça fait 3 ans que j'ai fait la première. Il y a 3 ans on s'est lancé pour monter un cycle de formation. Et on a été mis pied à l'étrier par c'est un labo au départ, mais c'est quand même une rencontre humaine parce qu'en fait c'est une déléguée commerciale d'un labo qui nous connaissait aussi dans le privé, qui était époustouflée du travail qu'on faisait avec les bovins, qui nous a dit écoutez, je vous mets le pied à l'étrier, moi je me débrouille, je vous trouve les financements et on fait cette formation, on la propose à un groupe de veto. Donc on l'a proposé au groupe de veto avec qui je suis en GIE. Donc on est allé former le premier hiver, on est allé former, mais beaucoup, hein, on a formé 120 vétos quoi à peu près en plusieurs cycles de formation. Et ça a été un succès quoi, ça a super bien marché. Et derrière les vétos nous ont dit mais attends c'est trop génial, mais le problème c'est que nous il faut que ce soit fait en amont. Comment on fait pour former les éleveurs? Mais ils étaient quand même contents de l'avoir fait parce que c'est hyper important parce qu'on essaie aussi de revoir un peu les bases d'éthologie bovine. Il y a très peu de choses en éthologie. Finalement, pour les études véto, on voit pas beaucoup de choses sur le comportement des bovins. Donc, on essaye aussi de leur donner des clés pour mieux lire le langage postural des bovins, leur façon de se comporter quand ils sont en groupe, etc. Et puis, on en vient jusqu'à l'éducation individuelle. C'est aussi des conseils qu'ils peuvent apporter sur des chantiers comme la réalisation d'une prophylaxie, comment on fait pour amoindrir le stress dans ce type de situation-là. Donc il y a des choses qu'ils peuvent mettre en pratique tout de suite. D'autres choses, il faut former des binômes vétérinaires-éleveurs. Donc dans un second temps, on a co-construit cette solution avec les vétos qu'on avait formés. Et ils nous ont tous dit, reviens dans notre clientèle l'hiver prochain. Et comme ça, on aura les vétos de l'équipe qui ont été formés. On refait la même journée de formation. Et puis on met un groupe de 15 éleveurs. Comme ça crée une dynamique. Et donc on a fait ça. Et ça a été super chouette. On a fait des rencontres géniales, encore une fois. C'était très touchant parce que les vétos se sont complètement appropriés ces outils. Il y en a qui ont créé des groupes WhatsApp avec les 15 éleveurs. Il y en a qui ont créé des séances de travail collectives, c'est-à-dire ils reviennent... on sort complètement du veto traitant classique. C'est ça que je trouve génial, quoi. Ils vont tous les mois dans un des élevages de la quinzaine d'éleveurs qui ont participé à la formation et ils font 1 heure de travail d'éducation ensemble pour se confronter aussi aux choses qui sont plus difficiles, comment on règle tel ou tel problème ou tel animal a tel comportement, comment est-ce que je vais pouvoir l'amener vers plus de coopération. Donc ça a vraiment bien marché quoi. Donc c'était sympa aussi d'aider les vétos à créer ce binôme. Ouais, et j'entends que tu parles de coopération avec l'animal, mais finalement c'est aller au-delà puisque cette transmission de l'idée que c'est possible de mieux coopérer avec des bovins a stimulé de la coopération entre les humains. Tu vois, dans ce que tu décris, clairement, les vétos, ils se sont dit non, mais là, il faut qu'on coopère carrément plus avec les éleveurs, les éleveuses, et il y a cette dynamique-là qui en est ressortie. Magnifique. Ouais. Donc c'est plutôt sympa, et moi j'ai envie de continuer ça les prochaines années. Donc on a eu pas mal les GTV nous ont fait bosser tout, donc on va continuer. Et tu vois, en parallèle, j'ai aussi pris du temps là pour travailler sur comprendre ce qu'est le bien-être animal, et j'ai trouvé un super outil qui s'appelle la fresque du bien-être animal, et j'en ai fait à des éleveurs. Vous connaissez peut-être, certains auditeurs connaissent peut-être la fresque du changement climatique. Ecoveto a aussi fait, elle a d'ailleurs été récompensée il y a pas longtemps par l'ordre, une fresque de l'éco-responsabilité vétérinaire que je vous invite tous à faire. C'est vraiment un super parcours.
Ouais, je suis fan d'Ecoveto, vous en doutez. Je trouve ça génial vraiment tout ce qu'ils font et je les soutiens le plus possible. Et là, et voilà, on peut faire des fresques du bien-être animal et on peut être animateur ou animatrice de fresques du bien-être animal. Elle existe déjà. Et ça aussi, c'est un super outil pour parler de bien-être animal avec les éleveurs en sortant du côté contraintes, chiffres, mesures et en leur faisant prendre conscience de la globalité des choses. Le bien-être, ça va plus loin que juste des normes de mètres carrés par là. C'est pas ça. Oui, c'est ça. Il y a d'autres actions possibles et des actions dont toi tu goûtes les fruits dans le quotidien que tu as en tant que paysanne et tu vois que de la même manière que tu peux compter qu'il y a plus d'oiseaux, plus d'amphibiens, etc., tu vois qu'il y a des gestes faciles à faire et simples et en sécurité. Et je pense que ça, c'est un point extrêmement important pour les éleveurs et pour les vétérinaires, c'est que toute cette démarche-là, au-delà du bien-être animal qui est extrêmement précieux, il y a aussi une notion de sécurité pour l'humain. C'est que quand l'animal il veut bien coopérer, ben d'un coup le risque d'avoir un gros accident comme tu as décrit, il réduit vachement. Ouais. Eh bien, dis donc, ça en fait des choses. Moi, je me dis toujours, comment elle fait Sophie avec tout ça pour encore avoir du temps pour elle, pour ses enfants. Est-ce que tu as un secret à nous partager pour nous dire comment tu fais pour mener autant de projets de front et avoir une vie familiale et une vie personnelle? Je sais pas si j'ai de secret. En tout cas, un des trucs qui m'aide à avoir toujours de l'énergie et de l'enthousiasme, c'est de faire vraiment ce que je suis. Et c'est le principal conseil que je donne aux gens quand ils viennent ici qui sont en quête de sens et qui sont un peu paumés, qui savent pas trop, qui viennent ici pour voir ce qu'on y fait et s'ils pourraient pas faire pareil. Ben je leur dis non, surtout fais pas pareil, fais ce que tu es, parce que ce recherche d'alignement, enfin pour moi est primordial. Hein. Moi je suis quelqu'un d'assez entière, mais je me rends compte que c'est très important pour moi que les choses soient bien alignées, soient en cohérence. Et quand il y a cette congruence, ça déroule quoi, c'est super fluide. Après c'est de la gestion de temps. Faut avoir une résistance à la frustration. J'essaye de pas me faire déborder, c'est-à-dire je me freine régulièrement en me disant non, fais bien ce truc-là et puis après tu verras pour autre chose après. Et je garde toujours en tête que l'essentiel c'est quand même comme ce qu'on a vécu en voyage quoi. C'est être à l'écoute de soi, de ses besoins, de son environnement immédiat, d'être pleinement conscient, pleinement présent. C'est pour ça que je fais pas rentrer mes enfants, ma famille dans un cadre. C'est mes activités qui rentrent dans ce cadre. Par exemple, avec Pedro, c'est con, mais on a 3 enfants, ils ont 3, 5, 7. Ils ont jamais été au centre de loisirs. C'est peut-être très bien, hein, je dénigre pas le centre de loisirs. Mais moi, j'en fais une fierté. Ils n'ont jamais été à la garderie, si ce n'est des fois 10 minutes de temps dépassé. On est allé les chercher tous les jours à leur sortie d'école à 16h30. Pour moi, c'est hyper important. Et moi, ça me fait mon cadre de vie. Voilà. Comme ça, les activités, elles doivent se greffer en dehors de tout ça. Et l'essentiel, c'est ça, c'est être avec eux, c'est partir 7 semaines, 7-8 semaines par an en voyage pour pas oublier ce que c'est que l'itinérance et puis entraîner nos enfants en vue de notre prochain voyage long en famille, qui j'espère arrivera bientôt. C'est avoir d'abord ce temps-là aussi pour être bien dispo. Je me suis rendu compte un truc que depuis les quelques années là où je travaille 2 jours par semaine à la clinique, je suis tellement plus fraîche et tellement plus à même de gérer les situations de crise. Ça fait une vraie qualité dans l'équipe d'avoir une personne qui est en temps de travail choisi comme ça et qui a calibré exactement le temps de travail en fonction de l'énergie qu'il ou elle était capable d'y mettre. Et quand arrivent les crises, et on en a eu, hein, on est une entreprise comme les autres, hein, elle a des problèmes RH, on en a eu là ces dernières années, des fois des gros trucs. Je sens que j'en ai sous la pédale parce que j'ai pas été au-delà de la ligne rouge, quoi.
Voilà, Ok. 2 jours, je peux me donner pleinement. 2 jours, c'est possible. Dans ma tête, chaque semaine, c'est calibré. Et 2 jours, je suis à fond pour Cap Veto. Et voilà. Et c'est pareil dans mes autres activités. J'essaye de gérer ça comme ça. Ok, trop bien. En tout cas, je trouve ça très inspirant la façon dont tu en parles. Et je serais très curieuse d'entendre les retours des personnes qui t'auront écouté pour voir comment elles vont pouvoir se saisir de ce que tu as dit pour faire comme elles sont. Parce que je trouve ça très important. Ce que tu dis, c'est que ta manière de faire, elle est parfaite pour toi. Mais chaque personne a trouvé sa propre manière de faire parfaite, suffisamment bien pour elle-même. Est-ce qu'il y a une chose en particulier dont on n'aurait pas parlé, qui te semblerait importante ou que tu aimerais pouvoir ajouter avant qu'on arrive à la fin de ce podcast? Il n'y a pas grand-chose que je souhaite aborder en plus. Je dirais que juste une dernière chose. J'ai un truc à dire. Il faut quand même se garder du temps dans la vie. C'est dans le prolongement de ce que je viens de dire. Pour du temps un peu qui ne soit pas occupé par tout un tas de choses. Et ça, c'est vraiment le challenge dans notre société. Pour se laisser la possibilité d'être inspiré et d'aller à la rencontre, de s'émerveiller de choses et de pouvoir avoir un champ libre pour manœuvrer sa vie, pas être la tête dans le guidon. Et s'il y a un truc que je retiens, c'est que ce temps-là, il est super précieux et ça doit être chasse gardée. Il faut arriver à un moment dans sa vie à garder du temps pour ça, pour du développement personnel, pour des moments ressources qui permettent aussi de faire le point et de rester au pilotage. Personnellement, je pense que ça doit passer par ralentir. Tout ici dans notre époque veut qu'on aille très vite. Quand je t'entends parler de ralentir, je me dis, mais tu ne serais pas formée à la communication non violente, Sophie, par hasard? Il me semble que oui. Ok, bon, il y a des sujets qui resteront des mystères pour cet épisode-là. Et j'aimerais te poser une dernière question. On va faire un petit saut dans le futur, rapide, sur quelques décennies, et on va aller regarder ta retraite, le jour de ta retraite, ensemble. Et je serais curieuse que tu nous dises le jour où tu seras à la retraite, si on imagine que ce jour il arrive et que ça va se faire. Quel regard tu aimerais pouvoir porter sur ta carrière? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir en dire si tu imagines faire un discours, par exemple, à la fin de ta carrière? Alors, désolée, ça va peut-être pas finir par une note absolument complètement positive. J'ai lu un peu trop de bouquins d'effondrement et de collapsologie ces dernières années. J'ai des engagements environnementaux très forts. J'espère qu'on sera là. J'espère que je pourrai dire à mes enfants, tu sais, je me suis battue et j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer d'inverser la vapeur. Je ne les ai pas laissés faire. Et j'espère qu'ils pourront, eux, faire aussi leur projet comme ils l'entendent et qu'on n'aura pas réduit les ressources et mis un tel chaos que ce ne soit pas le champ libre que nous, on a pu connaître. Et je l'espère et je le souhaite si ardemment. Je rentre de mail il y a quelques jours. Des milliers de personnes, c'était extrêmement fort ce qu'on a vécu là au village de l'eau. Donc il y a quand même une partie de moi qui espère très fort à ce sursaut. Okay. Et je vous invite tous, si vous avez ça au fond de vous, à aussi prendre un peu de temps pour agir vraiment. Voilà. Merci Sophie, merci pour cette fin authentique, même si elle est riche en émotions. Merci pour ce partage. J'ai été ravie de passer ce temps avec toi et je souhaite à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs une très très belle fin de journée. Et à toi aussi Sophie, merci beaucoup. Merci Colline. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.